Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 19h50. Voici les titres du journal. À la une ce soir, un jeune passe tout près de la vindicte populaire à Banjoun dans la région de l'Ouest. Il a menacé de tuer son père après avoir mis le feu dans la maison familiale. Le jeune homme, en colère, réclamait la somme de 1500 francs CFA. Elle reçoit des coups après la sortie de son ouvrage. Marzouka, 17 ans, élève en classe de terminale, est menacé de prison en Gaoundéré. Les tares décrits dans son livre ne sont pas vus d'un bon œil par le chef du village Idol qui lui a porté plainte. Les obsèques du désormais ex-président du Social Democratic Front se préparent. Malgré la recrudescence des violences, le chairman sera inhumé dans son village à Baba 2, annonce faite ce jour à Bamenda par le comité d'organisation. Voilà pour les titres. Un jeune homme échappe à la justice populaire à Banjoun et il a menacé de mort ses parents et brûlé la maison d'habitation. Pour cause, il n'a pas obtenu les 1500 francs CFA qu'il réclamait à ces derniers. Voici le récit d'Elisabeth Ngom sur les images de notre correspondant Joseph Choupeau. Des menaces et messages de mort de Jaurès à son papa. Laisse-moi 15 jours pour te tuer. Tu auras de mes nouvelles. D'après les témoins, le jeune homme d'une trentaine d'années a délibérément mis le feu à la concession familiale après que son besoin de 1500 francs CFA auprès de son père n'ait pas été comblé sur le champ. Il est allé chez eux, il a entassé les matelas et il a mis le feu sur la maison de son père. Prétexte que son père ne lui a pas donné 1500 francs. Et quelques soucis avec cet élément. Nous vous parlions de ce conflit familial à Banjoun où ce jeune homme a échappé à la justice populaire en menaçant de mort ses parents. Il a brûlé la maison d'habitation de ces derniers pour n'avoir pas reçu la somme de 1500 francs qu'il réclamait. Nous allons poursuivre ce journal avec cette jeune romancière entraînée en justice pour son ouvrage intitulé « Mon père ou mon destin ». Marzouka, 17 ans, cité à comparaître ce jour par le chef du village Idol au tribunal de première instance de Ngaoundéré, fait savoir que son livre est une fiction et toute ressemblance avec des faits ou acteurs quelconques n'est que pure coïncidence. Eringele. L'affaire a été renvoyée au 17 août prochain pour production originale de la citation directe, c'est-à-dire la mise en l'état du dossier, une condition de recevabilité de l'action en justice, comme une entente avec son éditeur et sa maison d'édition, également poursuivie. Marzouka Omiina n'a pas fait le déplacement du tribunal de première instance de Ngaoundéré, compétente en matière. Rencontrée au domicile de ses parents au quartier Bamianga, satisfaite de son baccalauréat obtenu hier, elle nous a avoué que son conseil d'avocat lui a interdit toute déclaration publique, ce qui n'est pas le cas du camp en face, venu en nombre pour ce premier jour d'audience. Dans son livre, elle a dit qu'à Idol, il y a la sorcellerie. Elle a même indexé le père fondateur, le père de l'actuel chef. Elle a insulté pour dire que c'est un sorcier qui mangeait les âmes des personnes qui ne l'adoraient pas. Et c'est faux, c'est archi faux. Ce qui a créé l'ire des populations du village Idol, c'est qu'il a été peint dans l'ouvrage « Mon père et mon destin » comme Kandahar sous les tropiques. L'œuvre parle de Idol en salissant l'image du village, du premier chapitre jusqu'au 7e chapitre. On parle de la sorcellerie, de l'abomination, l'infidélité, le mariage forcé, l'esclavage sexuel pour les petites filles. Pour ces raisons et bien d'autres, les plaignants demandent réparation, pas moins de 150 millions de dommages, dont se défend le chef du village. Idol est une localité touristique de l'Adamawa, située dans l'arrondissement de Bel-El, qui a été sacré en 2007 le village le plus propre du Cameroun.
Ses habitants voient donc en le livre de Marzouka un instrument qui sape ce label. Les chrétiens de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Siméon, officiellement son lieu de culte depuis 6 jours déjà. C'est au sein de cette communauté qu'un officier général a publiquement émis des propos polémiques à l'endroit du ministre de l'administration territoriale. Ceci faisait suite à une décision de Paul Atangandi liée au conflit entre différentes factions de la paroisse. Mais quel est le problème de fond? Tentative de répondre dans cette enquête de Daniel Anissé-Boudier, Manuel Monga et Pierre Raoul Ngoufo. Un bâtiment en pleine construction, mais une paroisse déconstruite, meurtrie par des guerres intestines. 5 jours déjà que l'EEC de Siméon, dans l'arrondissement des Yaoundé 3e, est officiellement scellé. Entre autres motifs du préfet du Fundi, menace de troubles graves à l'ordre public, risque majeur d'affrontement, programmation concomitante des cultes et surtout, bicéphalisme pastoral et antagonisme. Nos jeunes frères et certains aînés ont pensé qu'ils peuvent créer leur église. Ils ont pris sur eux de se détacher, pas de se détacher, mais de rester à l'intérieur et puis mener leur campagne, faire créer une église à l'intérieur de l'église évangélique du Cameroun, ce qui était complètement en dehors des règles dans un début. Cette église dans l'église, ils l'ont appelée EECD, Église évangélique du Cameroun décentralisée. Une décentralisation jugée illégale par la force publique et à laquelle s'est opposé farouchement le ministre de l'administration territoriale. Une démarche critiquée publiquement lors d'un culte le 2 juillet dernier par l'une des figures de proue du mouvement des réformateurs. Peut-être la cause immédiate de la mise sous scellé. Le MINAT est dans son élément. Les autres mécontents se lèvent et commencent à le traiter de tous les noms d'oiseaux, comme vous avez suivi. Un ministre de la République, vous vous permettez de l'humilier, de dire n'importe quoi. C'est que vous attaquez le chef de l'État qui l'a nommé. Les adeptes de l'EECD justifieraient leur repli par les mauvaises conditions que vivent les hommes en soutane noir. Ils ont évoqué des sujets d'une pertinence difficilement réfutable, par exemple le problème du salaire des ouvriers et autres. Contacté par Canal 2 pour plus d'explications, Eloge Nyanini, présenté comme le coordonnateur de cette nouvelle branche, se refuse tout commentaire ou avis sur la question. Nous avons également tenté en vain de rencontrer le pasteur responsable de la paroisse, qui serait lui aussi l'un des initiateurs de ce mouvement. Jusqu'à nouvel ordre, toute activité est suspendue au sein de la paroisse et les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires, d'après la décision du préfet. La mesure est appliquée dans toutes les autres régions où l'église évangélique du Cameroun décentralisée tenterait d'asseoir son hégémonie. Selon des sources dignes de foi, plusieurs lieux de culte ont été scellés à Fouban dans le Noun et des fidèles gardés à vue pour s'être opposés aux lois de la République. La ville de Yaoundé subit toujours le diktat des ordures malgré l'ouverture du secteur par le truchement de la décentralisation à d'autres opérateurs, dont les marchés, quartiers, autres coins de rue. Les populations cohabitent au quotidien avec les immondices sans qu'aucune responsabilité claire ne soit établie. Collecte des ordures ménagères quand la décentralisation s'allie. C'est une enquête de Joël Diom 3 et Raoul Ngoufo. Yaoundé a du mal à gérer ses ordures. Au-delà des mots, les faits, aussi têtus que jamais, ici au marché Mokolo, sur plus d'une centaine de mètres, le trottoir est jonché de déchets. Un peu plus loin, lieu d'Ibonas, une décharge sauvage, occupe une partie de la chaussée. Les populations abandonnées suffoquent. Les odeurs et tout, on ne parvient pas à respirer. Ça n'avait jamais été un local-ci. Nous sommes derrière des patients, on ne sait même pas ce qu'on peut vous dire. La ville aux 7 collines présente toujours un visage hideux. La centralisation du secteur de la gestion des ordures, brandie comme solution miracle, crée plutôt la cacophonie entre les communes d'arrondissement qui revendiquent l'entière responsabilité des gestions des activités de précollecte, les jeunes entrepreneurs et les associations qui, elles aussi, voudraient s'insérer dans la filière de gestion des déchets. La multiplication des acteurs a fait surgir une autre problématique, celle du respect du cahier des charges, selon cet expert en développement urbain. Qui doivent être les opérateurs et quelle est la nature du service qu'ils doivent fournir? Au-delà de la dissonance observée entre les acteurs,
Il y a une inadéquation entre l'évolution démographique et les politiques mises sur pied en matière de collecte des déchets. Le diagnostic effectué, les experts prescrivent. Dès les ménages, on peut commencer à réduire la production des déchets, séparer les plastiques et les verres et les déchets qui sont biodégradables, encourager le recyclage. La machine économique derrière cette filière de gestion des déchets, en plus d'être graissée, soit revue en termes de participation et d'inclusion des différents acteurs. Selon une source à la crédibilité certaine, un document pour réformer le secteur est en voie de finalisation pour signature du Premier ministre. Dans l'actualité également, les résultats du baccalauréat général sont à présent connus du grand public. S'il est vrai que hier, certains ont dû camper toute la journée devant le barbillard des différents sous-centres d'examen. D'autres étaient déjà fixés sur leur sort aux environs de 10 heures grâce aux résultats déjà disponibles en ligne. Comment procède-t-on? Élément de réponse dans ce reportage de Bénédicte Ngono et Raoul Ngofo. Plus question de rester scotché des heures durant à la radio ou encore errer devant son sous-centre d'examen pour obtenir son résultat. Tout est désormais simplifié. Avec 150 francs CFA, le candidat est fixé sur son sort en envoyant par SMS son numéro de matricule au 9070. Une question de minutes. J'ai mis mes 150 de crédit. Quand j'envoie le message, je reçois alors le message une fois. On a d'abord donné mon matricule encore, comme tout le monde. Et puis on a donné mon nom, mon prénom, l'acte de naissance, un peu ça. C'est là que je vois donc Pili Adoube Yves admis. J'ai commencé à crier le jeu et sauter. Mise en place par l'Office du baccalauréat du Cameroun en 2016, cette méthode jugée simple et rapide permet aux élèves d'éviter la honte que peut infliger le babillard en cas d'échec. Moins de 5 minutes, j'ai vu les résultats, j'ai lu bien mon nom, j'ai vu admis. Et moi, je ne suis pas allé regarder parce que j'ai assuré non. Si j'ai admis, c'est que c'est admis. Néanmoins, dans ce sous-centre d'examen de la capitale, quelques Thomas sont venus nombreux scruter le babillard au lendemain de la proclamation des résultats. L'on veut se rassurer que ce mot de 5 lettres qui a tant procuré de joie au téléphone portable est également marqué en noir sur cette feuille blanche, parce qu'on ne sait jamais. Et le taux de réussite est en augmentation, 75,73%, soit 9% de plus par rapport à 2022, qui affichait un taux de réussite de 66,23%. La région de l'Ouest déclasse celle du Sud-Ouest à la première place. On voit cela avec Joël Diom 3. Tendance haussière du taux de réussite au baccalauréat général 2023. 75,73%, soit une augmentation de plus de 9%, comparativement à 2022, qui affichait 66,27% de taux de réussite. Le nombre de candidats, quant à lui, a régressé, passant de 137 608 candidats en 2022 à 125 977 en 2023, soit une baisse de plus de 10 000 candidats. Au classement, la région du Nord-Ouest dame le pion à celle de l'Ouest en se classant première avec 84,8% de taux de réussite, car sur 157 candidats inscrits et présents, 132 sont déclarés admis. Le podium est complété par l'Ouest, deuxième, et le Centre, troisième. Le Sud-Ouest manque de peu le podium et se classe à la 4e marche. La région du Nord, dernière au classement en 2022, cède son fauteuil cette année à l'extrême nord. La région du littoral dégringole de la 2e en 2022 à la 5e place en 2023. La région de l'Est est 6e et le Sud 7e. L'Office du baccalauréat a tenu le pari de l'organisation des examens sur toute l'étendue du territoire, malgré les difficultés sécuritaires dans certaines régions. Et nombreux sont les bacheliers qui ont déjà la tête vers les concours d'entrée dans les grandes écoles. Et cela passe par des cours de préparation, des centres spécialisés. On en compte une bonne brochette dans la ville de Douala. Voici le reportage de Titi Freeman et Stéphane Binac. Futurs candidats au concours officiel des grandes écoles nationales, ces néo-bacheliers prennent part à des cours préparatoires. Dans ce centre spécialisé, comme dans de nombreux autres présents dans la ville de Douala, ils reçoivent conseils et techniques
pour braver les différentes épreuves de ces examens d'entrée. Ici, nous préparons les jeunes à entrer dans les grandes écoles comme Polytechnique de Douala, Polytechnique de Yaoundé et le concours de médecine. Les cours ici sont dispensés par leurs aînés académiques. Ces derniers partagent leurs connaissances et leur expérience. J'ai fait les prépas concours à Juniper Cameroun. En 2020, donc, quand je reviens en tant qu'enseignant parce que j'avais déjà beaucoup d'expérience. Quand je reviens à Juniper en tant qu'enseignant, j'enseigne les mathématiques et les sciences physiques au même niveau. Puisque nous sommes en vacances, j'ai décidé donc de revenir dans la maison mère qui est Juniper pour pouvoir transmettre tout ce que j'ai pu apprendre. Pour 2 mois de préparation, chacun de ces jeunes lauréats débourse en moyenne 50 000 francs CFA. Ils sont attirés par la renommée et le taux de réussite enregistré par ces centres. J'ai été orientée par un ancien qui a fait son pas concours à Juniper et qui a réussi. Je voudrais sortir ici déjà avec mon concours et je souhaite revenir partager en fait ce que j'ai appris à Juniper avec les autres qui seront là, avec mes cadets qui vont venir après moi. Un choix porté vers l'intégration que beaucoup de jeunes lauréats n'ont pas la possibilité d'effectuer dans la suite de leurs études supérieures. Et les néo-bacheliers s'apprêtent à intégrer la vie universitaire. Le choix des filières devient dès lors impératif pour ces derniers. Si pour certains, il a déjà été fait, d'autres par contre ont encore besoin d'aide. Eh bien, une décision qui peut avoir des répercussions à l'avenir. Haroun Nazira, Lorena Mbalé et Stéphane Benak. Les parents jouent un rôle important dans l'avancée du cursus scolaire de leurs enfants. Après l'obtention du baccalauréat, de nombreux jeunes se fient à l'orientation de leur tuteur pour le choix d'une filière à l'université. Une option qui montre l'influence de ces derniers. Le choix de l'apprenant dépend du confort économique du parent qui soutient les études. Et donc, du coup, en fonction de ce confort, il y a une influence significative dans le choix de la filière que l'apprenant va opérer. Le choix du parent n'est pas toujours le meilleur. Quand il ne cadre pas avec la vision de l'apprenant, il peut s'avérer dangereux. En ce moment, la responsabilité de l'avenir de l'enfant ne dépendra pas de lui-même. Donc, des enfants, parfois, des apprenants se retrouvent il y a ce qu'on appelle au niveau de la motivation, il y a un recul de la motivation. Tu vois, il y a des inhibitions au niveau de la motivation, simplement parce que le choix qui a été opéré par l'enfant l'a été par les parents et beaucoup moins par l'apprenant lui-même. C'est l'élève même qui doit être acteur principal de son orientation parce que c'est lui qui est appelé à mener les études. Il est préférable pour l'apprenant ou le parent d'avoir recours à un conseil d'orientation pour le choix des études supérieures. Le conseil d'orientation, lui, avec tous les éléments qu'il peut recouvrir quant à faire une très bonne ou alors une bonne orientation de l'élève. En attendant la prochaine rentrée universitaire, certains jeunes se lancent dans les préparatifs des concours, tandis que d'autres songent à s'inscrire dans les différentes facultés. Dans l'actualité également, on parle des obsèques du président national du SIF, Nidjon Froundi, qui se prépare. Le comité d'organisation était face à la presse ce jeudi à Bamenda pour assurer que le chairman sera bel et bien inhumé à Baba, dans son village natal, malgré le regain de violence observé ces derniers jours dans la région. On voit cela avec Lille Piediou et Annie Collins. Nidjon Froundi sera bel et bien inhumé à Baba 2, son village natal, dans la région du Nord-Ouest, le 29 juillet prochain. Assurance donnée ce jeudi par le comité d'organisation des obsèques du chairman du SDF au cours d'un point de presse à Bamenda, après l'incendie de son domicile par les personnes non identifiées il y a quelques jours. Le corps arrivera la veille à Bamenda pour un service œcuménique à sa résidence principale de Tarikan. Les questions sécuritaires ont été également abordées au regard du regain de violence dans la région. Nous mettons la main pour que les obsèques soient une réussite. L'aspect sécuritaire ne saurait être abordé en public. Mais je vous rassure que votre sécurité sera garantie avant, pendant et après les obsèques. Nous faisons le nécessaire pour que tout aille pour le mieux
Personne ne sera embarrassé. Wilfried Namonkan du comité d'organisation rassure l'opinion nationale et internationale que toutes les dispositions sont prises en amont pour assurer la sécurité des personnes et des biens durant ces obsèques afin d'éviter toute surprise. Hier, les fortes pluies qui se sont abattues à Limbe ont engendré un éboulement. Conséquence, 2 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres sont toujours sous la menace d'un glissement de terrain. Inès Daniel Ondouambala nous présente la vie dans les zones à risque de Limbe dans ce reportage. Ici, dans la cité balnéaire de Limbe, la saison pluvieuse est certes souvent très appréciée parce qu'elle vient atténuer la chaleur, mais les populations redoutent toujours les inondations et les glissements de terrain que les pluies peuvent occasionner. Cette situation est liée au relief qui agence à la fois plaine côtière et collines aux pentes abruptes aggravées par des constructions anarchiques. L'incivisme des populations qui encombrent des caniveaux et les lits des cours d'eau en y déposant des ordures. Il y a urgence à lutter contre les inondations et les éboulements de terre dans les 10 quartiers du bassin versant de la Womangue à Limbe. Il s'agit des localités de Mao, Motowo, Mabeta, Downbeach, Half Mile, Church Street et Mbinde qui payent le lourd tribut en saison pluvieuse. Dans le bassin versant de la Womangue, le projet vise en réalité, d'une part, sensibiliser les populations et les autorités de Limbe à la question du risque en rapport avec les inondations et les glissements de terrain, bien entendu, et de créer des plateformes de discussion permanentes entre les autorités et les populations, de manière à ce que tous ensemble, ils puissent travailler. Dans ces zones à risque, la vie est un calvaire en saison de forte pluviométrie. Les populations ne savent pas à quel sens se vouer malgré les tentatives de solutions. La construction des tranchées drainantes, la construction des pièges en bac, la plantation des vétivers et aussi le recalibrage du cours d'eau. Les autorités de la mairie de la ville annoncent un projet de prévention des risques d'inondation et de mouvements de terrain. Assurer l'occupation du sol dans le bassin versant de Womangue. Et nous allons mener pour cela de la cartographie participative. Nous allons pouvoir interviewer les ménages qui sont directement impactés. Et à la fin de la journée, nous aurons un document qui servira d'outil de la décision pour l'urbanisation dans cette zone. Donc en réalité, il s'agit d'un plan de secteur qui est spécialisé sur la... Ces inondations et éboulements de terre arrivent telles une sonnette d'alarme qui commande aux riverains de déguerpir de ces différentes zones à risque. Également dans l'actualité ce jeudi, André Onana jouera désormais sous les couleurs de Manchester United. Après avoir réussi la visite médicale, l'international camerounais vient de signer un contrat avec le club mancunien pour une période de 5 ans. Avec un montant de plus de 50 millions d'euros, plus 4 millions de bonus. L'ancien portier de l'Inter Milan est le footballeur camerounais le plus cher de tous les temps. Et au même moment, la situation d'André Onana avec les Lions indomptables reste problématique. La chronique sport de ce soir s'interroge pourquoi le Cameroun a mal à ses vedettes. André Mirabeau-Maob. André Onana à Manchester United, la preuve d'un amour difficile entre le Cameroun et ses superstars. L'araignée d'Obili devient le gardien le plus cher d'Afrique. Il intègre le top 5 mondial et s'offre au passage la tunique du footballeur camerounais le plus coûteux de l'histoire. Onana est au sommet de son art et dans son pays, il est à l'origine de profondes divisions, antagonisme entre les journalistes, les fans de sport, la FECAFOOT de staff des Lions, le gouvernement, le 237 tout entier divisé au sujet de l'un de ses fils les plus en vue. Avant Onana, Samuel Eto'o, au firmament de sa gloire, alors footballeur le plus payé de la planète, était en froid avec Tinga,
Suspendu, flagellé, rappelé en pompier, le Big Sam a souvent débarqué en sélection nationale avec son garde du corps et ses personnalités. Au même moment, exténué par l'amateurisme et les méthodes obscures, Joël Matip a prématurément mis fin à sa carrière internationale au lendemain d'un mondial catastrophique au Brésil. L'amour difficile, pas seulement dans le foot, au judo par exemple, la lionne Vanessa Mbala Tangana et la fédération n'ont jamais filé le grand amour. La bataille sanguine a poussé la championne à compétir pendant les derniers Jeux olympiques avec un kimono sans le nom de son pays, la preuve d'un divorce consommé. Au basketball, la fracture est très proche entre Joel Embiid et les Lions de la balle orange. Le MVP de la NBA se rapproche dangereusement de l'équipe de France. Comme le pivot des Sixers, le champion 2019 Pascal Siakam n'a manifesté aucun intérêt à compétir pour son pays d'origine. Des sportifs de très haut niveau, adulés dans le monde, mais parfois mal aimés chez eux, un conflit d'intérêts aux conséquences graves, des médailles sacrifiées, des qualifications aux compétitions internationales parties en fumée, des trophées perdus à cause d'un ego parfois surdimensionné, d'une volonté de mettre sa fierté personnelle au-dessus de l'intérêt général. Pourtant, la règle d'or est simple. Le Cameroun d'abord. Et dans la suite du 19h50, regardons ce que prévoit le menu. Nous parlerons du recyclage amélioré à l'émulsion, une nouvelle technique pour réhabiliter les routes défectueuses et la nouvelle tendance chez les femmes, des coiffures d'hommes. Vous verrez pourquoi elles adoptent ce look au détriment de celui habituel. Améliorer l'accès à la vaccination et intégrer dans les services de santé de routine les vaccins contre la typhoïde, le paludisme et le tétanos, entre autres maladies, ont été les sujets abordés au cours des travaux des directeurs nationaux des programmes élargis de vaccination des différents pays d'Afrique. Le ministre de la Santé publique a présidé ce jour la clôture de cette réunion et revient sur quelques recommandations. Manaouda Malachi s'exprime au micro d'Elisabeth Ngom et Marius Kosso. Il est de notre responsabilité de vacciner les enfants. Et c'est une grosse injustice que des enfants puissent continuer à mourir, à tomber malades plus tard, pour des choses, des maladies qui pouvaient être évitées par la vaccination. Donc nous devons prendre conscience et savoir que nous péchons quelque part si nous ne faisons pas vacciner nos enfants. Donc voilà, globalement, là, les objectifs. Une nouvelle technique pour réhabiliter les routes défectueuses au Cameroun. On l'appelle recyclage amélioré à l'émulsion, en cours d'expérimentation sur la nationale numéro 9 entre Mbalmayo et San Milima. Le ministre des Travaux publics, au cours d'une visite de chantier ce jour, a touché du doigt cette nouvelle technique innovante. Reportage Armand Guéfac et Serge Alain Zebo. Par sa fonction de creuseur ordonné, l'engin dompte la chaussée. La route défectueuse est transformée en matériau à utiliser pour la nouvelle. Ce que vous voyez, c'est juste d'abord la première phase, qui est d'abord le mélange. Après, la niveleuse revient, mettre la chaussée homogène. Et de là, il y a le compacteur qui suit pour les capacités. Sur la nationale N9, entre Mbalmayo et San Milima, ce sont 115 km à réhabiliter en 3 lots simultanés. Le ministre des Travaux publics, ici sur le terrain, porte les yeux du gouvernement sur cette nouvelle technique innovante appelée RAE, recyclage amélioré à l'émulsion. On recycle le matériau qui était en place, un matériau qui était fatigué, qui ne pouvait plus supporter le trafic. On identifie le matériau et ça permet de voir quel est le lien, quelle est l'émulsion qu'il faut lui injecter pour lui conférer un autre niveau de performance. Une fois l'expérimentation de la technique réussie, elle s'étendra à d'autres projets. C'est des travaux innovants. On est en train d'expérimenter quelque chose qu'on espère que
beaucoup d'entreprises, de PME doivent s'y attacher. La technique permet un important gain de temps de réhabilitation, coûte moins cher et permet d'avoir des routes plus durables. Autre chose, Paulette Bissek a entamé ce jeudi son dernier voyage pour l'éternité. La sénatrice du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a reçu ce jour les hommages du Parlement. C'était à la suite de la mise en bière à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Les détails avec Delphine Fonkoutene et Serge Alain Zebo. La sénatrice Paulette Bissek entre au Sénat pour la dernière fois, couchée dans un cercueil. La séance plénière spéciale de ce jeudi ici mobilise camarades de chambre avec en tête le président Marcel Nyadi-Fendi, membre de la famille politique et nucléaire de cette questeur au bureau de la Chambre haute du Parlement. Des orateurs se succèdent au perchoir pour célébrer la mémoire de celle qui était avant sa nomination en 2013 par le chef de l'État, chargé de cours à l'université de Yaoundé 1. Femme sublime et au-dessus de tous les principes devant imprimer l'honneur, l'honnêteté, la droiture. Donc c'était une sœur à moi. Quand elle entre au lycée Maningouba en 1960, moi je suis déjà en 4e et donc vous voyez que c'est une partie de moi-même qui part. À tour de rôle, les parlementaires passent se recueillir devant la dépouille avant de laisser chacun sa griffe dans le livre de condoléances. Qui a été conçu du Saint-Esprit. Bien avant les hommages du Parlement ce jeudi, la mise en bière à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. La célébration funèbre ici a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement venus faire leurs adieux à cette passionnée de l'environnement, arrachée à la vie à 70 ans, le 29 juin dernier en France, des suites de maladies. L'arrivée de sa dépouille au Cameroun le 15 juin par l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen a mobilisé un parterre de personnalités avec en tête le président du Sénat. Paulette Bissek sera inhumée samedi prochain à Zélan, Païbolova, dans la région du Sud. Le savez-vous, les cheveux taillés considérés comme une identité exclusive de la gente masculine prennent de plus en plus corps chez les femmes. C'est une révélation curieuse de la mode ces derniers temps au Cameroun. Simple look de tendance, coiffure économique ou garantie pour une meilleure hygiène des cheveux. Chacune des adeptes a une raison à donner à son choix. C'est un reportage signé Bénédicte Ngono, Jordan Abomoïla et Raoul Goufo. Ils sont courts et quelque peu crépus, les cheveux de ces femmes prises dans la tendance. Il est presque impossible de faire un pas dans la ville de Yaoundé sans croiser de femmes avec des cheveux courts. Comme raison, les femmes trouvent en ce look une meilleure hygiène des cheveux. J'étais incapable de bien laver mes cheveux, bien laver ma tête. Des fois, quand je suis malade, j'ai les maux de tête, je suis obligée de verser que l'eau ici, là. Pour certaines, l'objectif est la limitation de la dépense. Je coupe mini comme ça, là. Je défrise, je mets le gel et ça me revient moins cher. À 1000 francs, je peux faire la coiffure. Or, quand c'était les greffes, ça me prend beaucoup d'argent. Si je n'ai pas 5000, je ne peux pas me coiffer. Dans les salons de coiffure, les prix varient entre 200 et 500 francs pour les coupes classiques. Et pour les coupes les plus sophistiquées, il faut débourser entre 1000 et 5000 francs CFA. Les clientes ont le choix. Nous offrons une panoplie de coiffures, mais les plus sollicitées sont la marijuana, la coupe chinoise ou encore la Manu Dibango. Elles ont la possibilité de choisir la teinture qui leur convient. On ne la leur impose pas. Pour la plupart des adeptes de ces cheveux courts, leur conjoint donne fièrement l'onction. Ça lui fait même aussi du bien parce que ça lui réduit les dépenses. S'il me donnait 10 000, maintenant il me donne 1000 francs pour la coiffure. Les mini-cheveux ont l'avantage de donner un look de plus à côté des perruques connues. Je préfère aussi ça parce que je suis un caméléon, donc j'aime changer de tête. Je n'aime pas être dans une case. Les femmes et la tendance comme jamais inséparables.
Elles, par contre, profitent de leurs vacances pour se mettre à l'école de la préparation d'un mets traditionnel très apprécié, le coquille. Les enfants ont pris la peine de suivre toutes les étapes de la préparation. Elles sont à Ekanon, village situé dans l'arrondissement de Melon. On voit cela dans ce reportage de Devariona et Luciano Ndiako. Tout attentives, avec des regards de curiosité, ces jeunes vacancières sont à l'école de leur grand-mère. La leçon du jour, comment préparer du coquille, un mets traditionnel du peuple Ngoni-Songo. Nous sommes à Ekanon, l'un des 33 villages que compte le canton Bo, dans l'arrondissement de Melon, département du Mungo. Antime, la soixantaine environ sonnée, lit la théorie de la cuisson du coquille à la pratique, au grand bonheur de ses apprenants du jour, qui arrivent au village pour la première fois, pour beaucoup d'entre elles. On a appris comment préparer le coquille. On met le coquille dans l'eau, on épluche, on lave, on écrase à la pierre, on tourne, on met le sel. Après avoir mis le sel, on met un peu d'eau, on met l'huile au feu, on verse l'huile dans le coquille, on tourne, on met les feuilles de macabo. Au bout de quelques heures, le coquille est cuit et servi. La jeune Ashley ne cache pas sa joie. Oui. Aujourd'hui, j'ai appris à faire le coquille, qui est un mets traditionnel de chez nous. J'ai l'habitude de manger et je ne connaissais pas comment on fait ça. Après avoir mangé du coquille, cap au foyer culturel du canton Bo. Ici, les jeunes vacanciers sont moulés aux techniques des danses traditionnelles et à l'articulation de la langue Mbo. Les après-midi sont plus récréatifs avec les rencontres de football. Vive les vacances, vive le village. Et à l'étranger, escalade de violence au Kenya depuis 2 jours. La police tire à balles réelles sur les populations lors des manifestations initiées par l'opposition. Pour le président kényan, c'est un sabotage à l'économie du pays. En Afrique du Sud, une mystérieuse explosion fait une quarantaine de blessés à Johannesburg. L'île Teju, Calvin-Teka, Mescalmande. La police tire des gaz lacrymogènes et des balles réelles à Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi, alors que les manifestants lancent des projectiles lors du 2e des 3 jours de manifestation antigouvernementale appelée par l'opposition. Pendant ce temps, les magasins et les écoles ont rouvert au Kenya et le quartier des affaires de la capitale en grande partie fermé. Mercredi a également repris ses activités. Le président kenyan William Ruto accuse l'opposition de saboter l'économie lors d'un voyage à Islo dans l'est du Kenya et appelle les Kenyans à protéger la paix au 2e jour de ces manifestations. Le Zimbabwe se prépare pour les élections présidentielles et législatives. Le président sortant Emmerson Mnangagwa brigue un second mandat. Je n'ai jamais vu un candidat présidentiel aussi désespéré de gagner que Mnangagwa. Déclaration de l'analyste politique Ibo Mandaza. Pendant ce temps, les opposants se plaignent du harcèlement policier. Ils sont venus aussi pour nous déranger parce qu'ils ont dit que les personnes qui nous suivaient étaient trop nombreuses. Affirmation de Grand Mort à Kata, un candidat de l'opposition aux élections parlementaires. Les secours prennent en charge les blessés après une mystérieuse explosion qui a frappé le centre de Johannesburg à l'heure de pointe, déchirant la chaussée d'un axe de circulation et blessant une quarantaine de personnes. Les services d'urgence ont initialement pointé une possible explosion des conduites souterraines de gaz, mais la compagnie en charge a jugé ce scénario peu probable. Et dans le supplément de ce journal, l'Institut supérieur Douala Mangabel a signé une convention avec l'Université de Douala. Désormais, cette filiale de l'Institut universitaire d'Afrique va recevoir l'appui technique de l'ESSEC et de l'INSEC Douala. On voit cela dans le plus du 19h50.
Signature et échange de parapheurs le 19 juillet entre le professeur Magloire Ondoa, recteur de l'université de Douala, et Marine Domé Malaké, promotrice de l'Institut supérieur Douala Mankabel. Ces clichés marquent le début d'une convention de tutelle entre ces deux entités de choix pour la formation des jeunes au Cameroun. L'Institut supérieur Douala Mankabel. Signature et échange de parapheurs le 19 juillet entre le professeur Magloire Ondoa, recteur de l'université de Douala, et Marine Domé Malaké, promotrice de l'Institut supérieur Douala Mankabel. Ces clichés marquent le début d'une convention de tutelle entre ces deux entités de choix pour la formation des jeunes au Cameroun. L'Institut supérieur Douala Mankabel signe aujourd'hui une convention importante pour 3 écoles. La faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques, l'ESSEC et l'INSET. Donc l'INSET, c'est l'école d'ingénierie où nous allons désormais, à partir de cette rentrée académique, recruter les étudiants dans les génies. Nous allons maintenant ouvrir notre école à ces 3 tutelles académiques et ce sera officiel. Et c'est donc l'université de Douala qui va délivrer les diplômes et les formations vont être effectuées à l'Institut supérieur Douala Mankabel. Filiale de l'Institut universitaire d'Afrique, l'Institut supérieur Douala Mankabel, sous la supervision technique de l'INSET de Douala, offre des formations de génie mécanique, génie informatique, génie civil, génie électrique et génie forestier. Sous la supervision de l'ESSEC, ISDMB va former en économie monétaire et bancaire, génie économique, économie publique et du bien-être, entre autres. Enfin, sous la supervision de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques, ISDMB offre des formations en sciences infirmières, sages-femmes, techniques de laboratoire et bien d'autres. Outre ces tutelles, ISDMB a su s'entourer des universités de renommée internationale pour une formation de qualité. Nous faisons partie d'un réseau de 24 universités, l'Association internationale des universités professionnalisantes, dont le siège se trouve à Halifax au Canada, qui nous fournit le matériel pédagogique, qui nous fournit l'assistance pédagogique. Nous avons un partenariat avec l'université de Pérouse en Italie, l'université de Saint-Pétersbourg en Russie. C'est autant de partenariats. Mais surtout, nous avons fait en sorte que l'étudiant qui entre chez nous est un projet, est un potentiel que nous allons transformer. Il faut dire que ISDMB est un pôle d'excellence de formation en agriculture, élevage et même pisciculture. Les inscriptions seront ouvertes dès le 1er août prochain. Le bâtiment est situé derrière la brigade de gendarmerie de Youpoué, ici à Douala. Donc vous pouvez vous renseigner, on peut s'inscrire en ligne directement. Les dossiers de candidature sont reçus, les admissions sont faites sur titre. Si vous avez votre bac C, D, E et même A, si vous avez votre GCE A-Level, nous avons les programmes de HND, de BTS, de licence. L'Institut supérieur Douala Mankabel se présente comme une aubaine pour les étudiants ambitieux. Concours d'entrée au programme de master les 25 et 26 octobre 2023 à l'ISTIC de Yaoundé, les 27 et 28 octobre 2023 à l'ISTIC de Douala. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.